Bonsoir et bienvenue dans le Mac sur Sensation. Ce soir avec nous Jacques-Marie Bardintseff, volcanologue et professeur à l'université Paris-Sud d'Orsay, également auteur du blog Volcan Mania et du livre À la découverte des volcans d'Auvergne pour les enfants, aux éditions, excusez-moi, La vache qui lit. La Vache qui lit, rien à voir avec La Vache qui rit. Ensemble nous allons parler des volcans dans le monde. On va d'abord s'intéresser, je crois, aux plus connus. Vous allez nous en parler rapidement à chaque fois, et près de nous en Italie il y en a beaucoup. Il y a l'Etna, le Vésuve et le Stromboli, notamment. Ça, ce sont les plus connus. Ça, c'est la trilogie. C'est la On va dire trilogie, que tous volcanologues français commencent par ça. Ils sont magnifiques, ils sont différents, ils sont souvent actifs. Alors le Vésuve, alors lui c'est pour l'instant le moins actif, mais peut-être celui qui a le plus de potentialité. Il est tristement célèbre par l'éruption de Pompéi en 79 après Jésus-Christ, qui avait quand même détruit plusieurs villes et puis probablement fait plusieurs milliers de victimes. Il a fait d'autres éruptions importantes au XVIIe siècle, et la dernière date de 1944, mais elle était restée, on va dire, moyenne. Maintenant, quand on va sur le Vésuve, on peut monter à pied. Il y a un magnifique cratère, c'est très beau. Puis la baie de Naples, tout le site est magnifique. Alors l'Etna, c'est le plus grand volcan d'Europe. Il culmine à 3300 mètres. D'accord. Il est très souvent actif. Il a fait des éruptions ces dernières années, avec des panaches de cendres qui montent très haut, des fontaines de lave, des coulées de lave. Alors parfois, ces coulées de lave, elles peuvent descendre jusqu'à des villages autour de l'Etna. Donc tous ces villages autour de l'Etna ont souvent des coulées de lave historiques qu'on peut voir. Je pense à Bronte, à Giare, à Trecastani, à Zafferana. Et puis même à Catane même, il y a des traces d'une coulée de lave, parce que au XVIIe siècle, il y avait les Monti Rossi qui avaient fait une coulée de lave qui avait atteint Catane. Donc quand l'éruption est sommitale, elle reste spectaculaire, intéressante scientifiquement et sans danger pour les habitants, mais dès qu'elle est latérale, donc plus basse en altitude, elle peut menacer des villages. Et donc c'est un volcan qui est surveillé par mes collègues de l'Institut de Catane. Le Vésuve aussi est surveillé par mes collègues de Naples. Et puis le Stromboli, lui, c'est le phare de la Méditerranée. Il est quasiment toujours actif. Il est magnifique parce qu'il fait des éruptions extrêmement belles. Son accès était réglementé parce qu'il avait trop de touristes pour monter. Donc bien sûr, maintenant, il faut prendre un guide, on va dire, diplômé. Donc on monte par un groupe de quelques dizaines. Et quand il est très en éruption, on ne va pas jusqu'au sommet. Alors le sommet, c'est à presque 1000 mètres, à 950 mètres. Donc c'est 3-4 heures de montée. C'est quand même pas si facile que ça. En plus, le sol, il n'est pas très stable. Mais par contre, on est récompensé au sommet par ce qu'on voit. Toujours en Islande, enfin en Europe, j'allais dire, en Islande, on a un volcan. Alors, excusez-moi pour la prononciation, Eyjafjallajökull. Bon, voilà. Il vaut mieux que ce soit alors lui, il est très célèbre parce qu'en 2010, il avait, on va dire, bloqué les avions européens. L'espace aérien. Voilà, donc c'est vrai que c'est un volcan qui était peu connu parce qu'il n'avait rien fait depuis plus d'un siècle. Puis s'est réveillé en mars 2010. Puis au début, c'était des éruptions laviques, donc des fontaines de lave, donc très bien, des très belles images de lave et de glace. Et puis il a eu la mauvaise idée de modifier sa logique. Donc la lave est sortie par ailleurs, elle est sortie sous le glacier, donc dont le nom que je viens de dire, qui est en fait le nom du glacier. Le volcan s'appelle l'Eyjafjall, tout simplement. Et ce volcan sortant sous le glacier, une petite partie du glacier a fondu en eau, et l'eau s'est vaporisée en vapeur d'eau, et de la vapeur d'eau et de la cendre, ça fait un panache qui peut monter jusqu'à plusieurs kilomètres, voire plus de 10 kilomètres. Et manque de chance à ce moment-là, il y avait en plus un flux de vent qui venait du nord. Donc le vent chassait ce panache vers le sud, vers le sud-est, donc vers l'Europe. Alors ce n'était pas des grandes quantités, mais suffisamment pour que l'air soit chargé et que ça soit dangereux pour des moteurs d'avion. Il faut bien comprendre qu'un réacteur, il absorbe de l'air. Ouais. Donc nous, on respire simplement une particule tous les mètres cubes qu'un avion. Donc par sécurité, les responsables ont décidé de ne pas faire voler les avions. Donc c'était le cas en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France. Donc ça a duré plus d'une grosse semaine. Et beaucoup de gens ont été bloqués dans les deux sens. Dans ces cas-là, quel est votre rôle à vous en tant que spécialiste ? Alors j'imagine que vous allez sur tous les plateaux télé, toutes les radios. Alors ça, c'est vrai que j'ai été pas mal sollicité. Je crois que j'ai donné plus de 100 interviews en quelques jours pour expliquer ce qui se passait. Mais c'est vrai que sinon, c'était des discussions entre volcanologues, entre météorologues et entre avionneurs, on va dire, parce que et puis on a beaucoup appris. C'est-à-dire que c'est vrai que cette fois-ci, on a été pris un petit peu de cours. Donc par
sécurité, l'espace aérien était fermé. Avec ce qui a été appris, maintenant on se rend compte que selon l'altitude, c'est pas les mêmes quantités de panache, de cendres et autres. Donc maintenant, ça sera à refaire. Peut-être on pourrait faire des coupes plus chirurgicales. Par exemple, on pourrait dire le nord de la France est fermé, mais le sud est ouvert pendant une demi-journée. Puis après, on changerait selon les sens des vents. On pourrait peut-être mieux découper. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de prendre le moindre risque. Et le bilan de tout ça, quand même, c'est qu'il y a eu 0 mort et 0 blessé. Et 0 avion abîmé. Donc c'est quand même une victoire. Même si ça coûtait très cher, même si ça a gêné beaucoup de monde. Maintenant, c'est un peu oublié. Et puis, il n'y a pas eu de dégâts. Parlons de deux autres volcans importants, connus dans le monde entier. Évidemment, le mont Fuji au Japon. Alors le mont Fuji, il est connu parce que c'est un volcan sacré. Alors il est très beau. On dit souvent que c'est le plus parfait des cônes volcaniques. Pourquoi on dit ça ? Parce que c'est vrai, c'est visuel, c'est vrai qu'il a un cône parfait. Il y en a d'autres de cônes parfaits, le Mayon aux Philippines, l'Agua au Guatemala. Mais c'est vrai que le Fuji est très beau. Il se reflète dans certains lacs. Il y a des lacs autour de lui. Donc si on se place bien, on voit. Puis alors c'est vrai qu'au printemps, quand au printemps, quand les cerisiers sont en fleurs, ça fait partie. C'est mythique. Donc il y a le Fuji, le lac, les cerisiers. Puis ça a été du mythe. Ça a été peint par nombreux artistes, notamment par Hokusai, qui a fait les 40 vues du mont Fuji, je crois. Alors ce mont Fuji, il a fait une éruption, je crois, en 1707, en tout cas au XVIIIe siècle, qui avait quand même été importante. Il y a des régions habitées tout autour. Il n'a rien fait depuis, mais il se réveillera tôt ou tard. Donc pour l'instant, c'est il faudra craindre le pire le jour où il va se réveiller. Enfin, le pire, on peut toujours craindre le pire, mais ça ne sera peut-être pas ça qui arrivera. Ça peut être une éruption moyenne, mais c'est vrai qu'on peut envisager, c'est un volcan explosif qui peut faire des dégâts. Donc c'est vrai que s'il se réveille, on sera peut-être obligé d'évacuer des gens préventivement. Pour l'instant, c'est plutôt le terrain des pèlerins. C'est vrai que c'est un volcan sacré, donc pareil, je crois qu'au total, 2 millions de personnes le grimpent. Tous n'arrivent pas au sommet, mais les plus fervents le montent en robe blanche pour faire des offrandes au sommet. Donc c'est un volcan mythique. Oui, c'est vrai qu'au Japon, le volcan est souvent mythifié, glorifié et divinisé. Oui. Dernier zoom sur un volcan, cette fois-ci en Afrique, en Tanzanie, le Kilimandjaro. Alors le Kilimandjaro, effectivement, c'est le sommet de l'Afrique. Il fait 5800 mètres. Il y a des neiges éternelles qui se réduisent de jour en jour, mais encore visibles. Et c'est vrai que vu du ciel, il est magnifique parce qu'il a des cratères emboîtés. Alors on peut grimper dessus. C'est plusieurs jours d'escalade. Puis c'est quand même l'altitude. C'est un bon sportif. Donc c'est vrai qu'il faut surtout avoir une adaptation à l'altitude. Mais pour l'instant, il n'a pas fait de grimpé, vous d'ailleurs, à titre Alors moi, personnel ? non, je suis allé en Tanzanie également sur un autre volcan, l'Oldoueno-Langai. Donc j'ai vu le Kilimandjaro, mais c'est vrai que, étant pas actif, je préféré aller au l'Oldoueno-Langai qui était pas très loin et lui qui était actif. Mais c'est vrai que vous êtes un homme d'action alors. C'est vrai qu'il mérite d'y monter et que je ne dis pas que je le ferai pas encore, peut-être. Merci Jacques-Marie Bardin-Tsef d'avoir été avec nous. Vous êtes volcanologue et professeur à l'Université Paris-Sud d'Orsay, auteur du blog Volcanmania et aussi de l'ouvrage à la découverte des volcans d'Auvergne pour les enfants aux éditions La Vache qui lit. Vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.